GSX-R 1000K1, épisode 3. Alors celui-là, certains d'entre vous m'ont réclamé, j'ai mis beaucoup de temps à le sortir, mais croyez-moi que si c'était long pour vous, pour moi ça a duré une éternité. Alors j'ai essayé de vous faire un seul épisode mécanique, j'avais pas envie d'en faire deux, j'avais pas envie d'en faire trois, bref. J'ai tout mis en un épisode, ça va être très très long. J'espère que vous allez survivre à cette épreuve. Moi en tout cas, j'ai trouvé ça encore une fois une éternité, mais on y est arrivé. Je suis au moment où je suis prêt à remonter la moto, mais ça sera dans l'épisode suivant. Je vous laisse vous délecter de ces longues minutes de remise en état d'une machine qui en avait grandement besoin. J'y ai pris du plaisir, mais pas que. Et vous allez voir, il y a des rebondissements, il y a des surprises, mais le bilan au final est plutôt pas mauvais. Allez, régalez-vous, on se retrouve à la fin de la vidéo. Allez, on commence donc cette vidéo par le nettoyage du cœur de la moto qui est son moteur. Je ne peux pas concevoir de travailler sur un moteur et l'inspecter avec de la salissure partout, c'est le risque de le polluer au démontage. Et j'aime pas me salir les doigts malgré le fait que j'adore la mécanique, j'aime bien être au propre. Alors j'espère que vous appréciez ces petites images avant-après. Pour ça, j'ai pas de secret, un peu de produit dégraissant, de l'huile de coude, brosse à dents, tampon Jex, usez de tout ce que vous voulez, mais c'est surtout vos doigts qui vont prendre cher. Donc bien évidemment, je me protège avec des gants, mais ça fait pas tout. Bref, il est temps de l'ouvrir et de regarder à l'intérieur ce qu'on va y trouver. Je serre les fesses, je croise les doigts et on est pris pour que ça se passe bien jusqu'au bout. Les amis, on se retrouve donc devant le moteur de la 1000 GSX-R K1 et j'espère que les images du nettoyage avant-après vous auront plu. Moi j'adore bosser sur un moteur propre, donc maintenant c'est le cas. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de ce moteur? Eh bien visiblement extérieurement, comme on l'avait vu dans l'épisode précédent, ce carter là a été démonté je pense suite à la chute, ce qui expliquerait nos résiduels de morceaux d'aluminium dans le carter d'huile inférieur qui sont des copeaux relativement assez gros. On va devoir donc se livrer à toutes sortes de vérifications pour s'assurer que ce moteur est en bon état et ne risque pas de casser sous peu. Parce que mettre de l'argent dans une moto c'est bien, mais autant s'assurer que son cœur est en état de vivre un petit moment avec moi. Donc à force de le nettoyer et de faire le tour, j'ai pu me rendre compte que le couvre-culasse a déjà été démonté parce qu'il y a des traces encore de pâte à joint, de gros crasse-pougne. Et la dernière trace d'entretien que j'ai de cette moto, sur le carnet d'entretien, c'était aux alentours de ces 24 000 km. Et c'est la préconisation de Suzuki pour contrôler le jeu aux soupapes. Donc j'imagine que c'est pour ça que le couvre-culbu a été enlevé. C'est pour contrôler le jeu aux soupapes, mais moi, je vais le refaire. La 34 000, normalement, ça n'a pas bougé si elle a été utilisée normalement, mais je préfère m'en assurer. Donc on va se livrer à toutes sortes d'inspections. J'ai enlevé les bougies, elles s'étaient débloquées toutes seules. Les bougies déjà peuvent parler. Qu'est-ce qu'elles peuvent nous dire? Bon, on voit que déjà, elles sont pas très moches, elles sont plutôt propres, assez blanchâtres, je trouve. Mais bon, pas de signe particulier inquiétant, déjà au niveau des bougies. Ce qu'on peut faire dans un deuxième temps, je vous parle avant de tout démonter et avant qu'on se livre à des contrôles et des mesures poussées. Eh bien, on peut inspecter, du coup, l'intérieur des cylindres avec une caméra endoscopique de ce style-là, ou une caméra endoscopique qui se branche sur votre smartphone directement. Ça fonctionnera très bien. Et inspecter les têtes de piston et l'intérieur des cylindres. Donc on peut passer par les puits de bougie ou par les soupapes d'admission qui se retrouvent à l'intérieur. Donc pour ça c'est simple, j'enlève les bougies, j'enlève le capuchon, je fais tourner mon vilebrequin jusqu'à ce que mes pistons soient plus bas et j'inspecte à la caméra endoscopique. Moi je l'ai déjà fait, mais je vais vous montrer un peu le principe. Ensuite, je pourrais passer par le côté admission, par mes soupapes, là où on se rend mieux compte de l'état des cylindres. J'ai rien trouvé, mais je vais vous montrer comment ça marche. Y voilà, donc ma caméra endoscopique est là. Je vais rentrer dans le puits de bougie du cylindre numéro 2. Alors je vais essayer de faire les deux en même temps, ça va pas être simple, mais on va essayer d'entrer dedans. Nous y voilà. Là, on arrive sur la tête du piston. Alors je sais pas si vous verrez grand chose, mais bon, ça peut nous donner déjà une idée sur l'état de la tête du piston. Rien de particulier à constater pour moi. J'ai fait les 4 cylindres. Les 4 sont dans le même état. Je vois pas de traces de fissures, de quelconque avarie précédente. Donc pour moi, au niveau des cylindres, aucun problème. On passe maintenant côté admission. Côté admission, même principe. On attend qu'une soupape d'admission s'ouvre en manœuvrant le vilebrequin à la main. Et quand elle est ouverte, on peut venir glisser sa caméra endoscopique. Voilà, donc j'ai fait tourner le vilebrequin jusqu'à ce que les soupapes d'admission soient ouvertes. Donc je ne sais pas si on arrivera bien à voir, mais voilà, on les voit dans le fond. Elles se sont ouvertes et ça donne une vue relativement dégagée à l'intérieur des cylindres, ou en tout cas le haut du cylindre. On peut y glisser donc du coup la caméra endoscopique de chaque côté des soupapes d'admission et jeter un œil pour se rassurer. Donc je vais vous montrer en direct ce que ça donne. Moi je l'ai déjà fait. Et comme je m'en doutais, pas d'avarie de ce côté-là. Allez, on rentre là-dedans, comme papa dans maman.
Donc on se glisse dedans. Et voilà, on peut faire tout le tour de la soupape d'admission et inspecter le cylindre de chaque côté. Comme je vous ai dit, rien d'inquiétant. Alors c'est dur avec une main. Mais vous voyez, on voit encore bien les traces de honnage dans le cylindre. Les cylindres sont propres, je vois pas de rayures particulières. Aucune avarie dans les 4 de ce côté-là. Bon, c'est déjà un bon point. Ça peut déjà nous dire que le haut du moteur, en théorie, il n'y a pas eu d'avarie, il n'y a pas eu de souci qui expliquerait ce que j'ai retrouvé dans le carter d'huile. Dans la théorie possible que ça soit vraiment dû à une chute, moi je préfère quand même tout vérifier. Je ne veux pas travailler sur un moteur sans être sûr de son état, ni investir de l'argent dedans si je trouve des trucs qui ne me plaisent pas. Deuxième possibilité avant de démonter, maintenant qu'on a fait le carter d'huile, qu'on l'a inspecté, j'ai trouvé que des gros copeaux, on peut se rassurer et vérifier le filtre à huile. Alors le filtre à huile c'est assez simple, il faut l'ouvrir comme une boîte de conserve du mieux qu'on peut, et les fines particules se retrouveront piégées dedans. Alors dans le filtre à huile, vous ne trouverez que des particules qui sont vraiment inférieures de l'ordre de 150 microns ou 100 microns de mémoire, les experts me corrigeront, ce qui équivaut à peu près à 0,1 mm qui resteront piégés dans le filtre à huile. Donc le filtre à huile en fait c'est qu'une cloche comme une boîte de conserve avec le papier cartonné qui est enroulé autour de cet élément et le tout est serti ensemble et filtre. Donc c'est aspiré de la crépine, ça passe dans le filtre à huile et ensuite ça rentre dans le circuit moteur. Donc s'il devait y avoir une grave avarie et des fines particules piégées qui pourraient expliquer que le problème est plutôt grave finalement, ça se retrouverait piégé entre chaque petite pale ici. Vous doutez bien, évidemment, comme je l'avais prévu, je n'ai rien trouvé, ce qui est donc plutôt rassurant quant à l'issue du problème que j'ai rencontré. Bon, ça ne donne toujours pas d'explication bien précise sur le problème, mais ça nous rassure quand même quant à l'état éventuel du moteur. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'ouvrir les carters. Je ne sais pas si je commence par l'embrayage ou le jeu aux soupapes, mais j'ai bien envie de me démonter l'embrayage pour contrôler la noix et le plateau de pression, voir s'il n'y a pas de morceaux cassés, parce que ça fait partie des seules pièces en aluminium en mouvement dans le moteur. Je vous rappelle, dans le moteur, la plupart des pièces en mouvement sont en acier, sauf la noix et le plateau de pression d'embrayage et les pistons. On a bien vu que niveau piston, la caméra endoscopique, en tout cas pour les têtes, pas de problème. Donc voilà, il ne reste plus qu'à vérifier pour moi l'embrayage. Et si vraiment rien niveau embrayage, ma théorie se confirmera donc du fait que ça soit un morceau de carter cassé dû à une chute soit côté droit, soit côté gauche. Étant donné qu'il n'y a plus les marquages de gravage anti-vol sur celui-là et sur celui de l'autre côté, on pourra dire que je dois être très très proche de la vérité. Allez, on s'y met. Allez, on va pouvoir l'ouvrir. Déjà le joint est propre, mais ça a déjà été démonté. Il y a des belles traces de pâte à joint tout autour. Donc celui-là aussi, c'est certain, il a déjà été démonté. Bon, ça me permettra de le nettoyer, de l'inspecter. Et là, pour l'instant, je ne vois rien du tout. Rien de particulier ou à signaler en tout cas. Je vais mettre le carter de côté. On va pouvoir démonter le plateau de pression qui se trouve ici. Et là, on a nos ressorts d'embrayage qu'on pourra contrôler en même temps. Bon, côté plateau de pression, rien à signaler. Il est propre, il a quasiment pas de traces d'usure. L'emplacement où il y a le logement des ressorts, c'est quasiment pas marqué. Bon, pour l'instant, le plateau de pression, rien à signaler. Le premier disque d'embrayage, plutôt très propre même. Le deuxième également. Il n'y a pas bleui, donc soit il a été changé, soit il est d'origine, et en tout cas, il est en très bon état. Déjà visuellement. Ensuite, il faudra mesurer les disques un par un pour voir s'ils sont dans les tolérances constructeurs. Et la hauteur des ressorts, pareil également, je vais les mesurer, savoir s'ils sont dans les tolérances constructeurs. Bon allez, maintenant, je démonte la noix qui est ici. Donc il faut que je la dessertisse et que je desserre l'axe. C'est parti. Et voilà. Ça, j'ai pu retirer tout l'empilement en une fois. Voilà, l'empilement des disques et la noix d'embrayage est venu en une fois. Je vais pouvoir les enlever un par un
et mesurer leur épaisseur. Je vais vous donner les valeurs et comment je les mesure. Mais je vais d'abord enlever la cloche pour regarder derrière. Ça me donnera un aperçu un peu plus précis sur l'intérieur du moteur. Mais en tout cas, faut croire qu'il n'y a rien côté embrayage, c'est nickel. La noix a rien. Faudra vérifier si elle n'est pas trop marquée, mais pas de pièces cassées dans l'embrayage, je m'en doutais un petit peu. Voilà. Voilà la cloche d'embrayage. La dernière pièce qui est en mouvement et est en alu dans le système d'embrayage et dans le moteur avec les pistons. Bon, à première vue, rien. Elle est quasiment pas marquée. Je m'en doutais un peu de toute façon. Donc, comme je m'en doutais un petit peu, j'ai rien trouvé. En tout cas pour l'instant. Hein. Je vais finir de désassembler tout l'empilement de disques sur la noix d'embrayage. En tout cas pour la cloche, j'ai rien trouvé du tout. J'ai vu un tout petit bout d'alu qui est tombé sur mon bac en inox là quelque part, mais vraiment minuscule, mais j'arrive pas à identifier d'où il vient. C'est sûrement du coup du carter qui est tombé, enfin qui est venu se foutre dedans ou se coincer là en bas, j'en sais rien. Peu importe. Mais ce moteur est vraiment super propre quand même parce qu'il n'y a aucun dépôt de suie d'embrayage usé là. En général, c'est plein de dépôts noirs des disques garnis usés, hein, de toute façon, ce qui est normal. Là, il n'y en a pas. Donc, soit l'embrayage est très récent, soit cette moto n'a pas été maltraitée. Alors, bon, difficile de savoir la vraie réponse, mais en tout cas, j'ai rien trouvé du tout, quoi. Il n'y a pas de dépôt, il n'y a que dalle. C'est super propre. Ici, on a le pignon d'entraînement de la pompe à huile qui se trouve derrière et qui aspire via une crépine l'huile dans le carter d'huile qui est en dessous, qu'on a vu dans l'épisode précédent. Ici, notre arbre de transmission primaire qui est relié à la boîte avec 6 pignons qui transmet donc à l'arbre secondaire ici. Et quand on le tourne, l'arbre secondaire transmet par le biais de la transmission de la chaîne la vitesse qu'on a sélectionnée, la puissance à la roue. Bon, j'inspecte l'épaisseur des disques, j'inspecte bien la cloche, la noix, le plateau de pression, mais à mon avis, rien de ce côté-là. C'est une fausse piste. Alors, pour mesurer si mes ressorts sont encore bons, c'est assez simple. La revue technique me dit que le ressort neuf doit faire 77,7 mm et doit avoir une valeur minimum de 73,9. Prends son pied à coulisse. On mesure la hauteur du ressort. Hop. Et là, on peut lire. Alors, je me concentre. J'ai pas mis mes lunettes. 75,5. 75,5 mm. Donc, on est bien dans les tolérances constructeurs. Celui-là, il est bon. Pareil pour les 5 autres. Les disques garnis, les voilà. C'est des pièces d'usure qui, en général, sur une moto avec une utilisation standard, commencent à donner des signes de fatigue aux alentours des 50-60 000 km. Là, on a 34 000. En théorie, ils devraient être à la moitié de leur vie. Donc, les valeurs d'épaisseur pour les disques garnis, neufs, ils doivent être compris entre 2,72 et 2,88 mm avec une valeur minimum de 2,42. Bah, pareil que pour le ressort. Je prends une valeur. Alors moi, j'aime bien prendre plusieurs cotes. J'en prends en général 4. Ça me donne à peu près une vague idée de l'état du disque. Tous mes disques d'embrayage sont nickel, ce qui nous amène à la fameuse noix d'embrayage. Bon, comme je m'en doutais, elle est quasiment pas usée. Regardez, il n'y a aucune marque d'usure dessus, franchement. Maintenant, je suis certain que cette moto n'a pas fait de compétition. Parce que si c'était le cas, j'aurais des marques d'usure bien plus prononcées sur la noix, le plateau de pression et les disques d'embrayage. Les disques lisses seraient bleuis. En fait, si vous voulez en compétition moto, quand on fait des départs, on fait cirer l'embrayage très fort et assez longtemps sur une longue distance, ça fait bleuir et voiler les disques. Donc soit l'embrayage complet a été changé, soit cette moto n'a jamais fait de compétition. Je penche plus pour la deuxième idée. Mais, ce qui nous donne toujours pas d'explication à notre problème trouvé, ou en tout cas pas de réponse plus parlante que l'hypothèse que j'ai émise quant à des morceaux de carter qui seraient tombés. Donc voilà, il y a un tout petit peu de dépôt noir dedans, je vais pouvoir le nettoyer. Mais il n'y a rien, je vais pouvoir reposer tout ça. RAS. Tant mieux, mais c'est pas fini. Bon, maintenant on va pouvoir regarder un œil du côté du réglage du jeu aux soupapes. Donc là, on va démonter le couvre-culbuteur qui est là, qui tient par ces 6 vis là, et ensuite contrôler les valeurs de jeu pour voir si on est dans les tolérances constructeurs. Pour l'instant, c'est vraiment très propre, il n'y a aucun dépôt de suie, d'huile noire pourrie. Donc niveau entretien, je pense qu'elle a quand même été un minimum suivie, ce qui est plutôt bon signe. Il s'agit donc de venir vérifier la valeur de jeu entre une came qui est ici et le poussoir qui est en dessous.
Donc normalement on met les cylindres en balance, c'est-à-dire que les cames sont en opposé et que le piston est au point moro. Moi je m'embête pas, je mets la came, le bout pointu en opposé du poussoir, je glisse ma cale, je vérifie ma valeur, et si c'est bon, je passe à l'autre. Si j'ai plusieurs valeurs à corriger, même une, on sera obligé d'enlever le tendeur de chaîne de distrib, démonter les paliers d'arbre à cam, démonter la distribution, et donc du coup pouvoir enlever un poussoir et changer la pastille pour la corriger et avoir la bonne valeur finale. Bon, c'est pas le tout, mais il y a quand même 16 soupapes à vérifier. Allez, c'est parti. Je vais montrer, mais j'aime bien me faire un petit tableau. Côté admission, avec les valeurs relevées pour chaque soupape, pour chaque cylindre, 1, 2, 3, 4, les valeurs d'échappement, et la petite case que je mets en dessous, ça serait si je démonte pour me mesurer et noter la valeur des pastilles qu'il y ait, pour ensuite faire mon calcul et pouvoir savoir quelle pastille je dois remplacer pour quelle taille je dois mettre. Allez, on y va. Alors, voici mon jeu de cale. Pour l'admission, les valeurs prévues constructeurs doivent être entre 0,10 et 0,20 mm. Et bien c'est simple. Je prends une cale de 0,10, une cale de 0,20. Je mets ma came en opposé du poussoir, j'essaye de glisser les deux. Ça me dira si je suis dans les bonnes valeurs ou non. 0,10, ça glisse tout seul. 0,20, ça ne passe pas du tout. Donc déjà, je sais que je suis bon. Après, si on veut savoir la valeur exacte, il suffit de changer de cale. On va monter à 0,15 par exemple. Donc 0,15, j'en ai peut-être pas. Donc j'empile une de 0,10, une de 0,05. Voilà. Je mets ma 0,15. Et je viens chercher la valeur exacte. Là, la 0,15, elle passe gras. Donc quand ça passe gras comme ça, là, je sais que j'ai 0,15 sur celle-là, ce qui est parfait, c'est l'idéal, on est entre deux. La deuxième, qu'est-ce que ça dit? Elle passe encore plus libre, donc ça veut dire que le jeu est un poil plus grand. C'est nickel. Ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu aux soupapes, en fonction de l'usure du siège, se réduit avec l'usure. Donc le top, c'est d'avoir un jeu entre 0,15 et 0,17, on va dire. Pour 0,20 maximum, comme ça, on aura du temps avant que l'usure du siège soit diminuée et rétrécira le jeu aux soupapes. Alors nous y voilà, le jeu aux soupapes est contrôlé, et j'aime bien la logique qui a été utilisée, c'est un peu celle que moi j'utilise. Les cylindres extérieurs 1 et 4 sont dans la moyenne, donc pour l'admission aux alentours de 0,15 et pour l'échappement aux alentours de 0,25. Et pour les cylindres de milieu, les jeux ont été mis volontairement plus grands, ça se voit. On est plus près des 0,18, 0,19 pour l'admission et 0,28 pour l'échappement. Vu que les deux cylindres du milieu chauffent plus et qu'en général ça bouge plus rapidement ici, c'est une bonne logique à utiliser. Donc bon, pas de changement à effectuer au niveau du jeu aux soupapes, le contrôle est fait. Mes valeurs sont là, j'ai pas besoin de démonter, je peux juste changer le joint, reposer le couvre-culbut, et voilà, au moins j'ai une trace, je peux mettre la date de quand ça a été relevé, donc je sais d'ores et déjà qu'il a déjà été corrigé, ce qui est une très bonne chose, et ça veut dire que cette moto a quand même reçu un minimum de soins de la part de personnes qui même sont des gros crasse-pouilles pour la pâte à joint, mais qui ont quand même le mérite de savoir être mécano. Donc c'est déjà ça. Par contre, toujours pas de traces d'aluminium cassé. Les cames sont magnifiques, il n'y a pas une trace, franchement, elles sont superbes. Elles sont vraiment super propres. L'intérieur de la culasse est vraiment propre. Donc je suis content. Pour l'instant, rien ne laisse présager une avarie importante. Il me reste plus qu'à reposer le couvre-culasse avec un joint neuf, remonter l'embrayage et tout serré au couple, poser les plaques de suppression d'antipollution sur le couvre-culasse et le moteur, on peut dire qu'il est prêt. Il est fini. Je mettrai un nouveau filtre à huile, évidemment, vu que l'autre il est découpé en 1000. Mais voilà, pour l'instant, bon. J'aurais pu aller jusqu'au bout et démonter lui, mais vous pensez que je vais vraiment trouver quelque chose, vous? Moi, j'ai un doute. Hein. Je pense que je vais le démonter pour rien. Mais bon, je suis peut-être plus à ça près, finalement, je sais pas. Je vais réfléchir 2 minutes. Bon, comme on aurait pu le deviner, si près du but, ça aurait été dommage de ne pas le démonter et de vérifier s'il n'y a pas de dégâts derrière. Et comme je m'en doutais, j'ai rien trouvé. On voit bien que ce carter-là était tout neuf, le joint est tout neuf. Donc bon, je suis presque certain que ça a été changé. Aucune marque quelconque. Bon, c'est rassurant. Ça veut dire que pas d'avarie moteur sérieuse. Ça veut dire que ma théorie du demi-carter changé suite à une chute qui aurait laissé des débris qui seraient tombés dans le carter d'huile tient la route. En tout cas, moi j'ai rien vu. J'ai tout contrôlé.
Il me restera plus qu'une fois le moteur monté à prendre les compressions, chose que j'aurais dû faire avant de le démonter, mais je n'y ai pas pensé. Étant donné que ce moteur tournait bien, qu'il n'y avait aucun problème avec, je l'ai bien essayé dans tous les sens avant de faire affaire avec l'ancien propriétaire. Donc j'en voyais pas l'utilité jusqu'à découvrir cette fameuse limaille. Je commande les joints, on remonte tout ça, et c'est parti pour la suite. Bon, en attendant de recevoir les joints pour le moteur, il est caché au propre sous un drap avec ses pièces. J'ai envie de m'attaquer à quelque chose. La rampe d'injection que je trouvais super crade. Comme vous pouvez le voir, de toute façon, les images ne mentent pas, elle est dégueulasse. Donc j'ai enlevé tout le faisceau qui était dessus. J'ai bouché l'arrivée d'essence qui est ici. J'ai ouvert les papillons. Et ça va être parti pour 2 petits tours de 15 minutes dans mon bac à ultrasons. Alors ça, c'est quelque chose que vous pouvez vous procurer assez facilement. Moi, je l'ai acheté sur eBay. Donc ce qui n'est pas super important, c'est pas forcément d'avoir un bac ultrason professionnel. Un truc particulier comme j'ai fait très bien l'affaire. Ce qui est très important, par contre, c'est le produit qu'on utilise. Alors moi, c'est un produit spécifique moto qui vient de chez Beer, que j'ai, je ne sais plus où. Il est là. Produit qui vient de chez Beer, spécial bac ultrason, et il est magique. Dedans, on peut tout mettre. Et franchement, les résultats sont assez bluffant, ça m'évite de frotter et ça redonne un aspect vraiment sympa aux pièces, donc je pense que ça fera pas de mal à la rampe. De toute façon, vous verrez les images avant, après j'essaierai de vous mettre un truc au montage pour qu'on se rende bien compte, mais ça y fera pas de mal et ça sera plus joli. J'ai envie d'essayer un nouveau truc. Bon, les étriers et les pistons sont pas grippés du tout, je suis assez étonné, ils sont venus tout seuls, ils sont sortis tout seuls, ils sont juste très sales. Alors pour m'éviter de m'acharner à frotter dessus pendant des heures comme un malade, j'ai bien envie de leur faire un petit tour dans le bac à ultrasons. Donc ça sera un essai, c'est pour voir ce que ça donne. Donc les tremper dans le bac à ultrasons, les finir à la main et on verra bien ce que ça donne. Comme ça, il me restera juste à changer les durites, purger liquide de frein, déglacer un coup les plaquettes qui sont encore en bon état, je vais vous montrer. Je m'attendais à des plaquettes HS de chez HS et en fait finalement, il reste de la matière dessus. Elles sont encore assez épaisses, alors ça m'ennuie de changer des plaquettes quand il en reste un peu comme ça. Je vais juste les déglacer sur une surface plate et un papier de verre en P80. Ça va les déglacer un petit coup. Et ça fera encore l'affaire, sachant que si je garde la moto, je lui mets des disques racing. Autre chose, vous souvenez-vous de la jante avant? J'avais un gros doute si je pourrais la rattraper ou non, si c'était de l'oxydation. Et bien figurez-vous qu'avec un peu d'huile de coude, j'ai réussi à avoir un résultat tout à fait correct. Alors je vais vous mettre à la lumière. Elle n'est pas comme neuve, mais on est quand même dans le largement acceptable quand on voit de quoi on est parti. Ça me sauve, ça veut dire que j'ai pas obligé de faire une peinture. Alors bon, elle n'est pas parfaite, hein, je me suis pas non plus acharné, j'ai fait un essai. Donc j'en suis assez content. Ouf, ça va me permettre de garder des sous un peu dans le portefeuille. Et surtout, en fait, ça va financer les joints moteurs que j'avais pas prévus. Parce que souvenez-vous, hein, j'ai démonté après la vidange, j'ai vu les copeaux. Je me suis senti obligé de m'assurer que ce moteur était en état. Donc du coup, ça va me coûter les joints moteurs que j'avais pas prévu d'acheter. Donc tout ça, j'ai pris de l'origine Suzuki, ça coûte environ 150 €. Et en plus, un abonné m'a donné l'info. Il y a une évolution, alors je le savais mais j'avais oublié, il y avait une évolution au niveau de l'embrayage sur les modèles K1 qui est apparu 2 séries sur les modèles K2 qui consiste à rajouter 2 rondelles ressorts dans le système d'embrayage d'origine. Donc là, ils n'y étaient pas. Donc ça n'a jamais été démonté, j'ai bien vérifié. Il y avait encore l'écrou frappé d'origine. Je pense que ce moteur et son embrayage n'a jamais été changé malgré les cotes neuves. Il doit être d'origine et c'est plutôt rassurant quant à l'utilisation qui a été faite de cette moto. Donc je vais rajouter ces 2 rondelles qui n'étaient pas prévues, 20 € chacune, ça fait cher de rondelles, mais bon, ça permet d'avoir un embrayage beaucoup plus progressif, d'avoir un relâché plus sans à-coups et un rétrogradage pareil, plus linéaire disons. Donc voilà, allez, un petit tour dans la piscine. Allez, un petit tour dans ce sens-là et dans 15 minutes dans l'autre sens. C'est parti. Regardez, j'ai même envie de mettre le vérin de direction pour essayer. On verra bien ce que ça donne. C'est parti. Bon, après un petit tour dans la piscine de chacune de mes pièces, franchement, je suis super content du résultat. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans quel état c'était avant le bain. Je vais essayer de vous mettre des images avant-après. Mais franchement, je suis ravi. Alors, ça remplace pas un démontage intégral, ça repeint pas, mais bon.
Franchement, quand je vois comment je vais pas me faire chier, je trempe dans le bain. Alors ça ressort pas direct comme ça. Disons que toute la merde qui était encrassée et collée dessus, elle est dissoute. Vous mettez un coup de pinceau comme ça, il n'y a plus rien, tout tombe. Il n'y a plus qu'à rincer, souffler, voilà ce que ça donne. Tout est nickel. Bon, après voilà, hein, les vis oxydées, on le savait déjà, tant pis. Mais ça restera comme ça m'évite un démontage, ça m'évite de devoir changer tous les joints et des frais en plus. Moi je vote pour. Pareil pour l'amortisseur de direction, il est ressorti nickel, propre. Ça fait quand même vachement plus sympa. Et la rampe à injection, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo du tout. Tout est nickel. On va pas dire que c'est magique, hein. Mais franchement, comment on se fait moins chier, c'est un truc de fou. Voilà, c'est bien, ça m'aura permis de tout nettoyer. Je vais pouvoir remonter mon système STVA qui commande les papillons secondaires, vérifier ses valeurs, régler mon capteur TPS pour les papillons principaux et faire une synchronisation de la rampe à injection en mettant un dépressiomètre sur les prises de dépression ici. Et après, j'aurai une moto qui devrait tourner aux petits oignons. Et ça, j'aime. J'en ai profité pendant que le bac à ultrason tournait pour tout contrôler, vérifier le calage de la distribution, l'état de la cloche, l'intérieur du moteur, bref, j'ai rien trouvé. Donc ma théorie des carters qui auraient cassé et laissé des débris dans le moteur se tient de plus en plus. En tout cas, je croise les doigts, on verra bien à la fin. J'en ai profité donc du coup, entre-temps, j'ai reçu mes joints de chez Suzuki. Tout est passé dans le bac à ultrason, je vais pas vous mentir, j'ai tout mis. J'avais envie d'essayer, il était chaud, j'avais toute l'après-midi, j'ai mis tout ce que je pouvais dans le bac à ultrason, les carters... la noix, la cloche, bref, tout. Et c'est ressorti nickel, même les carters. Bon, j'ai bien retravaillé la surface des joints avec du plan de joint, avec ma petite pierre à huile et un petit papier du WD-40 pour avoir ça propre. Donc là, je suis au stade où tout est prêt à remonter. L'embrayage est vraiment nickel. J'ai rien constaté, j'ai tout inspecté dans le détail, c'est vraiment propre, il n'y a pas d'usure particulière. Pour moi, ça n'avait jamais été démonté, étant donné que le sertissage de l'écrou est bien d'origine. Et que si ça avait été démonté, on aurait vu les traces pour essayer de le dessertir. C'est pas le cas. L'usure en tout cas est propre, les disques sont nickel, donc je suis prêt à remonter l'embrayage. Ensuite, je remonterai le petit carter de démarreur, et pour finir, non, mais pour continuer, le carter d'alternateur. Et on finira par la distribution. Il me manque juste le joint qui va autour que je n'ai pas encore reçu. Mais sinon, quand je vous dis que tout y est passé, c'est que tout y est passé. Hein. Tous les axes, je les ai mis. J'ai même mis la visserie de carénage. J'ai mis la platine conducteur pour voir. Et franchement, tout ressort nickel. Je vais pas dire que c'est magique, mais ça fait du super travail et ça m'évite bien des heures à frotter à la main, user de l'eau. Franchement, c'est pratique. On s'approche de plus en plus de l'étape du remontage. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Allez, à nous deux. Allez, j'enquille la noix, la rondelle d'appui, la rondelle ressort, l'écrou. Il me faut un outil spécial pour maintenir la noix d'embrayage et la serrer, parce que c'est quand même 150 Nm. Ça, c'est un correctif qui a été apporté sur la fin des modèles K1 au niveau de l'embrayage pour le rendre plus progressif et le rendre moins d'à-coups, qui est sorti de série sur les modèles K2. Donc j'en ai profité, un abonné m'a conseillé de le faire. J'avais pas constaté de problème avec l'embrayage de la moto, mais tant qu'à démonter, autant les poser. Une rondelle d'appui, une rondelle ressort, 20 € chacune, ça fait mal, mais au moins, j'y reviendrai pas. Rondelle d'appui. Rondelle ressort. C'est parti pour l'empilement des disques d'embrayage. L'embrayage est remonté, je peux enfin reposer mon joint neuf et reposer mon couvercle et le serrer. Je mets juste un petit peu de pâte à joint à la jointure des demi-carters moteurs et c'est tout.
voyage c'est fini, on va pouvoir maintenant passer au carter de roue libre de démarreur. Il me reste juste à le serrer au couple et c'est reparti. On met tout dans l'ordre, les rondelles, les pignons, bref. Je vais mettre de la revue technique, c'est pas de trop parce que dans ma tête, j'en ai pas assez pour retenir tout ça. Et voilà, pour ce côté-là, c'est fini. Je passe au carter d'alternateur. Je vais passer maintenant au changement du carter d'huile et du joint de la crépine. Et comme ça, pour la partie moteur, c'est terminé. Allez, hors caméra, j'ai passé mon temps à bien nettoyer le plan de joint, à changer le joint de la crépine de pompe à huile, c'est important. Et j'ai aussi passé aux ultrasons le bac à huile. Il ressort un peu plus propre, c'est nickel. Plus qu'à poser le joint neuf, à revisser tout ça. Je me suis aussi amusé à bien évidemment nettoyer toutes les vis, les filets et les brosser. Donc il nous reste ça à faire. Et après, pour la partie moteur, c'est mis de côté le temps que je reçoive le joint de couvre-culbut. Il ne nous restera plus que la fourche à attaquer. Pour ceux qui se poseraient la question, je ne mets pas de pâte à joint, je le monte à la graisse. Ça permettra, si au cas où j'ai besoin de redémonter le carter d'huile, ça évitera que le joint soit collé et que ça s'arrache. J'ai reçu mon joint de couvre-culbut, j'ai mes plaques d'antipollution. Tout est nettoyé, prêt à remonter. On peut reposer ça sur le bloc. Voilà, maintenant que mon joint de couvre-culbut est remonté, je peux poser mes plaques de suppression du système anti-pollution. Le voilà, il est composé de 2 belles plaques usinées, je trouve que ça fait magnifique, ça donne un petit côté racing au moteur, c'est tout l'intérêt. Donc voilà, 2 plaques, un bouchon pour la boîte à air, parce que le système d'origine reprend de l'air de la boîte à air pour le renvoyer dans l'échappement. Bah là, ça sera plus le cas, donc il faut bien le boucher avec ce petit bouchon. On met les plaques, 2 solutions se proposent, soit on met un petit filet de pâte à joint tout autour de la portée, soit on repose les clapets d'origine qui eux sont équipés d'un joint. Donc ça va être mon cas, moi comme ça m'évitera de mettre la pâte à joint. Je repose les clapets, on serre les plaques et c'est fini. Et voilà, ça donne une jolie touche racing. On a un gain de place et esthétiquement, franchement, c'est beau quand même. Le brossillon est nickel. J'ai changé le patin de guide chaîne, j'ai regraissé les cages. Et je vous avais dit que je le changeais d'office parce qu'en général, ils sont bouffés. Et bien, figurez-vous que je me suis trompé. Celui d'origine était vraiment en super état. Donc tant pis. J'en avais déjà commandé un neuf. Celui-là, je le garde en secours. Ça peut toujours servir. Les hostilités reprennent donc suite à l'arrivée de les 3/4 de la commande qui me restait à recevoir. On va pouvoir reprendre le vif du sujet. J'ai reçu le magnifique filtre ARMWR. Ça doit être probablement ce qui se fait de mieux sur le marché, en tout cas en accès particulier. Il n'y a pas plus performant que celui-là à mon sens. De quoi refaire mon silencieux à cras, des joints d'échappement, un kit chaîne Racing en 520 avec une couronne alu de chez AFAM, mes durites aviation sur mesure, mes plaquettes de frein, le filtre de la pompe à essence, en tout cas le pré-filtre apparemment, les bougies Iridium, le filtre à huile, de l'huile, mon sélecteur de vitesse que j'avais cassé, que j'ai racheté de chez Beer, que je trouve d'ailleurs particulièrement joli en passant. On va pouvoir changer les roulements de colonne de direction, s'attaquer à la fourche, huile, backspeed, la totale.
Et ensuite, reposer petit à petit les pièces autour du cadre et devinez quoi, vous ne rêvez pas. Après quelques semaines de galère et de recherche, j'ai enfin trouvé des carénages. Une tête de fourche, alors elle n'est pas neuve, elle a un petit défaut ici. Et sur le côté ici, voilà, je la ferai reprendre par un carrossier. Normalement, je devrais m'en sortir super bien parce que figurez-vous que pour la tête de fourche, j'ai trouvé une boucle arrière qui va pas trop me servir, je la compterai pas. J'ai trouvé mon flanc de carénage, la selle et je ne sais plus quoi d'autre, bref, qui me manquait, un garde-boue, enfin bref. J'ai eu un beau lot de pièces pour 350 €. Donc figurez-vous que c'est une bonne affaire parce que ces carénages-là à trouver, c'est quand même une chienlit. Bref. Mes pneus sont montés. Je remercie Julien Lenoble, qui est pilote en promosport et accessoirement chef d'atelier mécano chez Gentleman Riders, qui m'a fourni les pneus. N'hésitez pas à aller le suivre sur sa page Instagram de pilote, Lenoble Julien 13. Je vous mettrai le lien de sa page en description de la vidéo. Et pareil, si ça vous intéresse pour tout ce que j'ai commandé comme pièce qui provient de chez Gentleman Riders, eh ben je vous mettrai tous les liens en descriptif de ma vidéo pour pouvoir accéder à ce genre de pièces vous aussi pour votre moto. On s'y met maintenant. Alors voilà de quoi se compose le kit de roulement de colonne de direction. Il y a deux ensembles de roulements, un pour le bas qui se va sur le T inférieur, un pour le haut qui va au niveau du T supérieur. Il y a une partie de bague qui s'appelle la cage, je crois, qui va dans le cadre, en haut et en bas, à l'emplacement ici. Voilà, une cage en haut, une cage en bas des deux côtés. Et pour le T inférieur, on a cette rondelle joint qui vient ici, les roulements coniques qui viennent là, et ça se rentre en force. Alors soit avec un outil spécial, soit quand on n'a pas d'outil spécial, on fait comme moi, on récupère la cage de l'ancien roulement, on la met à l'envers, comme ça va venir appuyer tout autour, à l'intérieur de la cage du nouveau roulement, sans abîmer les roulements eux-mêmes, et avec un jet de bronze et un marteau, on vient frapper gentiment tout autour et la faire rentrer en place. Démonstration. Voilà, c'est en place. C'est un peu long, il faut un peu d'énergie dans le poignet, mais au moins on est sûr de ne pas abîmer la cage et de pouvoir bien la mettre en place sans spécialement avoir l'outil prévu à cet effet qui coûte une blinde. Il ne restera plus qu'à mettre les cages côté cadre. Donc pour ce faire, je fais le même principe. La nouvelle, je la mets en place et j'utilise l'ancienne cage à l'envers sur laquelle je viens frapper pour mettre en place la nouvelle. Les voilà donc une fois en place. Ça permet de ne pas abîmer à la frappe le port de la tournée. Donc voilà, bague en haut, bague en bas. Il ne nous reste plus qu'à bien graisser les cages et reposer le T sur le cadre. Ça nous permettra de pouvoir mettre la béquille sous T dessous et continuer le réassemblage plus tard. Le petit joint d'étanchéité qui était tout craquelé, souvenez-vous d'origine, en voilà un tout neuf. Et ce qui est bien avec ces roulements adaptables, c'est qu'ils sont coniques, donc il y a une meilleure portance, donc une meilleure longévité. Et en plus, il y a un joint qui n'y a pas d'origine, qui permet de vraiment étanchéifier toute la colonne de direction avec la graisse. Voilà, le T inférieur, c'est fini. Autour du réservoir et de sa pompe à essence. Bon, on sait qu'elle était mal stockée, qu'elle n'avait pas tourné pendant des années. J'avais super peur de ce que j'allais trouver là-dedans. Et en fait, bonne surprise. Il est nickel. Donc je m'étais commandé par avance sans même démonter le pré-filtre de la pompe à essence. Alors ça coûte une blinde chez Suzuki. Je sais qu'il y a des modèles de repro. Mais moi, pour ce genre de pièces, je préfère prendre de l'origine. Donc ce filtre-là, il se situe dans le culot. Il me suffit de démonter les vis et de déboîter la pompe à essence. Et l'intérieur du réservoir, il est vraiment impeccable. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir quelque chose là, mais franchement, il n'y a pas un pet de rouille. Il est comme neuf. On est loin de l'état du réservoir de la moto à Enzo. Bref, dedans, c'est comme neuf.
ça fait super plaisir. Je change le filtre, je mets un petit coup de polish sur le réservoir et lui il sera prêt à être remonté. Et voilà. Bon, j'ai quand même bien fait de le changer. Il y a quand même un petit peu de merde dans le fond, faut pas rêver. Quand même un léger dépôt de rouille dans le fond, mais j'ai l'impression que ça vient de la cloche elle-même, qui a commencé un petit peu à rouiller dans le fond. Rien de méchant donc. Un peu l'état. Mais ça va, franchement, c'est pas grand chose. Mais disons que c'est pas inutile de penser à le changer. Quand même une différence, on va pas se mentir. Bon, il a fallu forcer un petit peu pour la rentrée, mais le filtre est rentré. Là, on remet l'espèce de jonc en caoutchouc par-dessus là, et le petit clip qui maintient le tout. Et on devrait être pas mal. Alors c'était bien de la rouille qu'il y avait au fond du culot, qui vient du culot lui-même. Donc pas d'inquiétude pour le réservoir. Allez, on la remet en place. Bien penser avant de remettre la pompe en place ici, ce petit joint torique. Quand on sépare le corps de la pompe du culot, en général ce joint torique il reste coincé dans le fond. Ne pas se faire avoir, faut aller le chercher, le remettre, un petit coup de WD-40 et on renfile le tout, on sera tranquille. Ouf, la voilà prête à remonter sur le réservoir. Maintenant que j'ai toutes les pièces pour la faire, je vais pouvoir m'attaquer à la fourche. Spi, bague, huile, cache-poussière, la totale, je repars sur du neuf complet. Pour ça, pas besoin de grand outillage, ça c'est sur les sites tels qu'AliExpress, on peut trouver le nécessaire d'outillage pour maintenir le bouchon de fourche et comprimer le ressort. J'aurais au préalable desserré les bouchons de fourche quand la fourche était encore montée sur l'été. Comme ça, le boulot est bien mâché, il me reste plus qu'à enlever le bouchon, la mettre à vidanger. Ce que je fais, c'est que j'en démonte une complète, je la mets à vidanger pendant que j'attaque la deuxième. Et ainsi de suite. Et à la fin, au moins, je les fais dans l'ordre. Je mélange pas les pièces entre elles, je me prévois 2 bacs, une pour chaque élément. Et on remonte tout ça au propre, on inspecte tout et c'est parti. Voilà, j'ai enlevé le bouchon. Alors je vous l'ai fait hors caméra parce que j'avais besoin d'un petit coup de main pour comprimer le ressort et débloquer l'écrou du bouchon en même temps. Je vais pouvoir la mettre à vidanger et je vous montre comment c'est là-dedans. Alors, voici quelques éléments en interne qui composent la fourche. Bon là, il n'y a pas le kit cartouche, mais en gros, pour pouvoir débloquer le bouchon, il faut comprimer le ressort à l'aide de cet outil et glisser en dessous le bouchon une cale pour pouvoir le bloquer et desserrer l'écrou qui le maintient au kit cartouche. Donc tout ça, je ne pouvais pas le faire tout seul. J'ai fait appel à ma chère et tendre pour me filer un petit coup de main. J'en ai profité qu'elle était là pour débloquer les 2 bouchons. Et vous voyez, je démonte dans l'ordre. Alors je les fais une par une, chacun de leur côté, ça évite de mélanger les pièces. La première est en train de se vidanger. C'était quand même bien sale. On va pas se mentir, elle est un peu dégueu quand même, l'huile. Moi j'aime bien les laisser goûter toute la nuit, donc je vais peut-être laisser goûter ça toute la nuit et reprendre demain. Bon, maintenant que ma fourche elle est bien égouttée, je vais pouvoir désassembler le fourreau du tube. Pour ça, c'est assez simple. Je sors un petit peu le tube. Avec un tournevis plat, je fais légèrement levier. Je sors le cache-poussière. À l'intérieur, il y a un petit circuit de maintien que j'enlève avec une pointe à tracer ou un fin tournevis plat. Et ensuite, il n'y a pas de secret. On sépare les deux en tirant dessus avec des à-coups. Allez, c'est parti. Oh, il n'y a pas de bague de butée, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui fait buter sur la fourche? D'accord, il n'y a qu'une seule bague, c'est étonnant. Très étonnant. C'est la première fois que je vois ça, c'est une fourche avec une seule bague de friction à l'intérieur du fourreau. Il n'y en a qu'une. Vraiment, c'est super bizarre, j'ai jamais vu ça. Donc faut croire que c'est le kit cartouche qui sert de butée mécanique. Et qu'il n'y a pas de rattrapage avec une bague de friction. Bon, il me reste plus qu'à trouver comment l'extraire maintenant. J'en vois pas d'autres dedans. On va regarder ce que dit la vue éclatée, mais c'est bizarre. Bon, j'ai regardé sur la revue technique et c'est bien ça. Il n'y a bien qu'une seule bague de guidage dans le fourreau. Je l'ai extrait avec un bout de tube, glissé dans le fourreau. Je l'ai glissé dedans, un petit coup de frappe et c'est sorti tout seul. Bon, maintenant, il ne me reste plus qu'à tout nettoyer et à rassembler dans le sens inverse. Maintenant, je vais pouvoir préparer le tube pour le remontage. Je lui glisse le cache-poussière, le circlip, le joint spi, la rondelle de joint spi et la bague de guidage. On remplit le tout. Pour éviter de les abîmer au montage, je vais mettre un petit tour de Chatterton où il y a les trous pour éviter que ça découpe les lèvres du spi et du cache-poussière. Le joint cache-poussière, un petit peu de graisse silicone dessus, ça fera pas de mal. Alors pas une tonne, hein. Un petit peu.
Et pour finir, une bague de friction neuve. Et voilà. Je peux enlever mes morceaux de Chatterton. Je vais nettoyer le fourreau. Un coup de nettoyant frein, un coup de soufflette, il sera propre. Et pareil pour les pièces à réassembler. Un coup de nettoyant frein, un coup de soufflette. Voilà, donc mon tube est prêt à réassembler. Mon fourreau, je l'ai nettoyé et je l'ai soufflé. Il ne me reste plus qu'à venir le représenter dans le tube. Le retourner. C'est là qu'il va falloir sortir l'outil magique. Là, la bague est à sa place. Je vais faire la même chose avec le joint spi. Si monsieur veut bien se donner la peine. La bague. C'est à sa place. On repose le cire-clip. Le cache-poussière. Voilà. On y va pour le remplissage de la fourche. Il faut chasser toutes les bulles d'air. Donc on remplit un ras du tube. L'air est purgé de la cartouche. Maintenant, il faut laisser reposer la fourche 5 à 6 minutes avant de rassembler tous les éléments. J'ai fait mon niveau d'huile. Alors contrairement à ce qu'on pourrait croire, le niveau d'huile ne se fait pas avec une quantité, mais avec une marge d'air qu'il y a au niveau du tube. Sur celle-ci, c'est 90 mm d'air avant le niveau d'huile. C'est fait, il ne me reste plus qu'à remonter le ressort, tous les éléments et refermer la fourche. On passe à l'autre. Voilà, donc ce premier bras de fourche est terminé. Je vous ai pas filmé ça parce que c'est un peu chiant à deux de devoir s'occuper de remettre le bouchon, les ressorts et de tout recomprimer. Mais bon, vous avez compris le principe. Il ne me reste plus que le deuxième à faire. Allez, on baisse pas les bras. Ouf, la fourche, elle est enfin terminée. Franchement, j'en avais marre. Je déteste faire une fourche. On se met de l'huile partout. C'est un peu dégueulasse. Alors, je vous ai pas mis dans le détail parce que j'ai dû me faire aider hors caméra pour comprimer le ressort par ma compagne et remettre le bouchon. Bref. Et je me suis fait avoir. J'ai pas pensé de changer ce deuxième jeu de bague parce qu'en fait, j'ai été surpris au démontage. J'ai pas l'habitude de faire ce type de fourche. Normalement, une fourche inversée traditionnelle, quand on la sépare du fourreau, les deux bagues de friction qui concernaient le tube et le fourreau restent sur le tube. Donc pour le réassemblage, il n'y a pas de problème. Sauf que celle-là, il n'y a pas eu besoin de séparer mécaniquement avec force le tube du fourreau. Et ça m'a un peu surpris de voir qu'une seule bague au niveau du fourreau et pas sur le tube. Je me suis dit bêtement que, en fait, finalement, le fourreau, il faisait peut-être bague lui-même à un certain niveau. Mais en fait, non, il y a une bague qui est cachée là quelque part. Et je ne l'ai pas vue en éclairant dans le tube parce qu'avec l'huile, ça réfléchissait la lumière et donc du coup elle est passée un peu inaperçue. Je n'ai pas cherché à comprendre, je l'ai remontée comme ça. Mais c'est en cherchant sur le manuel d'atelier, parce que en fait la revue technique ici est bourrée d'erreurs. Moi je me fie souvent à ça, mais c'est pas trop dans le détail, c'est bourré d'erreurs, sachant qu'ils parlent en plus de pas les bagues, mais ils disent la bague dans la revue technique. Ils parlent de changer la bague si celle-ci est abîmée. Et en fait il y en a bien deux. C'est parce que je dois faire dans quelques jours une 1000K4, et bien, qui est composée des mêmes pièces en tout cas pour changer le kit. Et là, dans le manuel d'atelier, bon, il est en anglais, il parle bien des bagues de friction. Donc celle que moi j'ai changée qui est ici, et celle que moi je n'ai pas vue qui est là dans le fond du fourreau. Bon, c'est pas très grave. Au vu de l'état des bagues, normalement on les remplace que si elles sont abîmées. Moi je les ai commandées d'office dans le doute, mais finalement elles étaient nickel. Enfin en tout cas, celles que j'ai changées étaient nickel, donc je suppose que celles qui restent dans le fourreau sont nickel. Aucune incidence mécanique, juste je trouve ça idiot d'avoir commandé les pièces et pas avoir changé tout ce qui était à changer dedans. Après bon, je ne vois pas comment j'aurais pu enlever la bague qui est dans le fourreau, sachant que j'ai pas d'outils spécifiques pour ça. Donc si l'un d'entre vous a déjà fait ce type de fourche, je pense de K1 à K5, K6, ça doit être à peu près les mêmes, en tout cas dans le fonctionnement, dites-moi comment vous avez fait pour changer la bague qui est dans le fourreau, ça m'intéresse. Allez, maintenant on passe à la suite. Bon, vous ne rêvez pas, j'ai craqué. Face à la difficulté de trouver de la pièce d'origine pour les rameurs, j'ai acheté des modèles AliExpress. Alors, je suis assez content de la qualité, c'est relativement de bonne facture. Je vous rappelle que la paire livrée, on est à moins de 50 €. Et bon, je pense que ça fera le taf. C'est la seule pièce de carénage que je m'autorise à mettre en AliExpress. Alors, c'est assez rigolo. C'est que le tressage faux carbone est plus gros sur le rameur gauche que sur le droit. Ça me fait bien rire. Mais bon, globalement,
La finition est plutôt correcte pour le prix, on va pas s'en plaindre, ça va bien me dépanner, sachant que le mien côté droit était explosé, et comme par hasard d'occasion, je trouve que des côtés gauche. Bon, ça dépannera le temps que je retrouve un origine côté droit, je montrerai cela, ça posera aucun souci. Une étape longue mais indispensable selon moi dans la remise en état d'une machine qui a été en manque d'entretien et d'amour pendant des années, c'est redresser toutes les petites ailettes du radiateur une par une à la main. Alors toutes celles qui sont tordues, celles qui ont rien, je ne vais pas y toucher. Pour ça, la technique est simple. Un petit tournevis de précision ou un paint spécifique, ça se vend sur les sites assez connus. Et à la main, on vient redresser une par une les ailettes, les remettre en ligne. À la fin, je nettoie, je dégraisse bien le radiateur. Un petit coup de bombe noire sur la dalle pour rendre un petit effet sympa. Et c'est fini. Voilà ce que ça peut donner sur le radiateur d'huile qui lui était très abîmé du fait qu'il se retrouve directement derrière la roue. Il avait pris plein d'impacts de gravier. Donc voilà, j'ai redressé tout ce que j'ai pu, un petit coup de bombe noire et tout de suite, c'est plus joli. Et oui, vous ne rêvez pas, j'ai bien travaillé sur le silencieux pour essayer de revoir les griffes qu'il avait dues à la chute. J'ai remplacé le collier, les rivets, je l'ai poncé et le résultat est franchement pas trop mal. Je suis pas exactement à ce que je voulais, mais croyez-moi, le titane à poncer, c'est super dur. Mais bon, un coup de nettoyage et je repose le sticker neuf, le collier en carbone quand il sera sur la moto. Je pense qu'on n'y verra pas grand chose, il me reste juste la partie de l'intermédiaire à reprendre en peinture. Les amis, nous y voilà, c'est la fin de cet épisode 3 qui aura été assez long et laborieux et j'espère pas trop pénible pour vous à suivre jusqu'au bout. Mais si ça vous a plu, n'hésitez toujours pas à vous abonner à mon compte YouTube et Instagram et TikTok Babou Racing. Ça me sera d'une grande aide par la suite pour demander d'éventuels partenariats et surtout je vous concocte une petite surprise pour l'épisode 4 afin de vous remercier de m'avoir suivi jusque là et de m'avoir soutenu. Ça m'a fait super plaisir, je ne pensais pas plaire à autant de monde. Donc voilà, on va continuer, j'ai plein de projets et je suis en discussion pour vous proposer quelque chose de sympa dans le prochain épisode. Voilà, et écoutez, je tenais à faire une petite mention spéciale à Gentleman Riders qui, encore une fois, a pu répondre à ma demande de me fournir toutes les pièces pour faire cette moto. Alors évidemment, j'ai payé, mais ils m'ont fait une remise. Et surtout, ils m'ont livré dans des délais hyper serrés alors que je leur demandais tous les jours des pièces supplémentaires à rajouter dans ma commande. Donc merci à toute l'équipe Gentleman Riders. On se retrouve dans l'épisode 4 et on remonte tout ça. Moi j'ai hâte. Allez, à bientôt.